Voilà mes chers amis, David Abbassi avec vous et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Yves Charponel. Yves Charponel, c'est un juge, un homme d'État, un ami, un homme de la justice, bien sûr, directeur des affaires criminelles et des grâces, mes chers amis. Procureur de la République près de la cour d'appel, bien sûr, Yves Charponel, conseiller technique au cabinet des gardes-sceaux. Oui, Yves Charponel, juge, procureur de la République, et c'est lui qui a géré le dossier Dominique Strauss-Kahn, n'est-ce pas, et plein d'autres dossiers. Et j'ai le plaisir de le recevoir aujourd'hui, ici et maintenant. Vous écoutez votre radio ici maintenant.com et bien sûr persiancnn.tv et france-opinion.info. Restez avec nous. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici-et-maintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous. Charponel, est-ce que quand vous étiez allé à l'Élysée, vous m'avez dit vous avez eu des encouragements, mais puisque maintenant nous sommes dans une période assez intéressante et importante, c'est la période des élections, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour vous? Sauf encourager. Alors d'abord, moi je m'adresse avec la Fondation, puis d'autres associations qui sont pour l'abolition du système de prostitution. Nous sommes en train d'écrire aux candidats à la présidentielle pour leur dire, on se doute bien que ce n'est pas un thème de campagne électorale, il y a d'autres sujets qui intéressent les Français, mais après votre élection, si vous êtes élu candidat, est-ce que vous pouvez vous engager à dire clairement votre position? Est-ce que vous voulez vous battre contre les trafiquants? En général, la réponse est oui. Est-ce que vous voulez mettre de l'argent pour aider les victimes? C'est pas évident. Est-ce que vous voulez dénoncer les clients? Parce que s'il n'y avait pas de clients, il n'y aurait pas de personnes qu'on vendrait. Alors, est-ce que vous acceptez d'ouvrir le débat politique après les élections? Donc on attendra les réponses naturellement avant le mois de mai. Puis après le mois de mai, on ira voir le président élu et on lui demandera, Monsieur le Président, Madame le Président, est-ce que vous pouvez tenir les engagements que vous avez bien voulu prendre? Excellent. Monsieur le Président, il nous écoutait tous les jours. Même Charles Pasqua, vous avez requis 4 ans pour lui. À l'époque, quand il était ministre de l'Intérieur. Là, c'est mon métier de procureur. Voilà. À l'époque, quand il était ministre de l'Intérieur, 5 heures du matin, j'ai sorti de mon studio de la radio ici maintenant, je vois les policiers devant la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Dit Monsieur David, on va vous accompagner jusqu'à chez vous. Je dis pourquoi? Voilà. Monsieur le ministre, c'était Jean Pascal. Personnellement, il nous a donné des instructions, des ordres de nous accompagner. Pourquoi? Et tout un coup, je me suis rappelé, parce que tu parlais de courage, c'était 1 heure du matin, pendant que j'étais en train d'envoyer mon émission. Info, tout à l'heure vous avez parlé d'info, il m'avait téléphoné, il a dit, David, dès que tu sors de ton studio, 6 heures du matin, je vais vider mon chargeur, je vais te tuer. Alors, j'étais tellement étonné, parce qu'à l'époque, je connaissais Charles Pasqua, mais j'étais étonné de savoir qu'il était en train d'écouter radio ici maintenant. Vous voyez. Alors que je l'avais invité, il était mon invité à la radio. Mais politique, c'est ça. Monsieur Yves Charponel, le politique, toujours chez nous, chez les Perses, on disait, c'est très sale. Sale, c'est-à-dire on ne peut pas le toucher. Mais votre travail, c'est propre. C'est-à-dire, vous ne donnez pas des promesses, n'est-ce pas? Vous ne participez pas dans les magouilles économiques, financières, et beaucoup d'autres choses qu'on voit dans le domaine politique, qui soient n'importe où, dans le monde entier. Imaginez qu'est-ce qui se passe en Allemagne, ce qu'ils ont fait pour la France, aux États-Unis, l'histoire de Clinton, je ne sais pas tout, on ne va pas parler, je ne sais pas si vous voulez ou non, l'autre procès que vous étiez aussi dedans, mais votre travail, la justice, c'est le travail le plus propre qui existe, on peut dire, non? Si vous voulez, les juges ou les procureurs sont censés faire appliquer la loi. Donc dire,
vous respectez ou vous ne respectez pas. Ça veut dire qu'on est très obligé de la respecter nous-mêmes. Vous imaginez, il arrive bien sûr, et les juges sont des femmes et des hommes comme les autres, il arrive qu'il y en ait qui aient des défaillances. Et dans ces cas-là, c'est sûr que c'est insupportable. Imaginez d'être jugé par quelqu'un qui a fait la chose qu'il vous reproche. Ça, c'est pas possible. D'ailleurs, j'ai été frappé par une histoire qui est authentique, qui est historique, qui se passe en Mésopotamie, voyez-vous. Oui. Hein, vous avez le grand roi qui a nommé un grand juge. Hein. Donc c'est Assuérus, hein, le grand empereur. Il nomme le grand juge, le premier des juges de son pays, qui est la Perse, et qui va commettre le pire des crimes que peut commettre un juge. Il va favoriser un ami. Le grand roi va le punir, va le condamner à mort et va le tuer. Et il va nommer le nouveau grand juge, il va choisir son fils, le fils de l'ancien juge. Il va lui dire, voilà, c'est toi que je vais nommer, parce que tu es un bon juriste, mais je vais te faire un cadeau pour que tu comprennes bien le sens de ta mission. Il lui offre un trône, un siège de juge. Mais ce siège va être tendu avec la peau de son père. C'est-à-dire, chaque fois que tu jugeras, tu te souviendras quelle est la limite qu'on doit donner à un juge. Voilà, mais ça j'ai trouvé. Et à l'époque, pendant des siècles, en France, dans les tribunaux, on avait une peinture qui représentait cette scène. On voit le grand roi de Perse offrir ce siège au nouveau juge en lui disant « n'oublie jamais ». Bravo. Surtout que dans le Coran, on parle de ça, dans l'Ancien Testament. Vous savez que l'histoire de la Perse, c'est la moitié de l'histoire judéo-chrétien. Qui soit Daniel, qui était premier ministre, voilà. Et les exemples sont très intéressants. Les exemples surtout cet exemple que vous venez de nous dire. Alors, je ne sais pas si vous me permettez d'entrer dans ce domaine-là, puisque vous venez de dire. Moi, depuis toujours, quand je voyais des magistrats, ils entrent dans certains domaines et ils touchent certains dossiers, surtout les hommes d'État. Je ne veux pas parler de ce que vous aviez fait dans le procès de Charles Pasqua, non, c'est autre chose. Et de temps en temps, on voyait certains qui prenaient certains dossiers pour casser peut-être l'image de la République française. C'est-à-dire la République. Quand on parle de la République, c'est-à-dire quand même, il faut certain respect pour cette République qui est la seule République laïque, on peut dire, en Europe. Alors vous savez que d'ailleurs le mot de république, lui aussi, est très symbolique, parce que c'est un mot latin qui veut dire la chose de tous. Bravo. Hein, c'est ça que ça veut dire. Exactement. C'est pour ça qu'on y est attaché quand même. Hein, donc, public, la voilà. République. Alors on sait vrai que tout le monde doit être dans un principe d'égalité, même si on est tous différents les uns des autres. Alors c'est vrai que là vous mettez le doigt sur un sujet qui est toujours complexe, parce que de même qu'un juge peut défaillir, hein, un responsable politique aussi. Exactement. Et une république va être jugée sur sa capacité à traiter ce qui ne va pas. Si, parce qu'on est puissant, on est à l'abri des ennuis, si un juge traite différemment quelqu'un selon qu'il est puissant ou misérable, c'est La Fontaine, hein, notre grand poète, là encore ça ne nous rajeunit pas, mais quand même c'est toujours d'actualité, qui disait « Selon qu'on est puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront blanc ou noir ». Eh bien ça, nous nous battons tous contre ça. C'est-à-dire de dire non, c'est pas facile de se battre contre quelqu'un qui est puissant, qui a des moyens, qui peut vous faire peur. Mais si on a créé les juges dans tous les pays, il y a très longtemps, c'était pour éviter qu'une victime soit toute seule face à quelqu'un qui lui avait fait du tort et qui, bien sûr, l'écrasait. Vous savez ce que ça veut dire, procureur? Non. Procureur, ça veut dire avocat. C'est une belle histoire. Oui, on est au XIVe siècle. Là encore, vous voyez, le roi de France est sans cesse harcelé par des gens qui viennent pleurer en disant c'est horrible, on nous fait tout le temps de l'injustice. Parce qu'à l'époque, la procédure était simple. On disait, si vous êtes victime, c'est à vous de faire l'enquête et de prouver que vous avez eu un tort et de dénoncer celui qui vous l'a fait. Mais attention, si vous n'arrivez pas à le démontrer, c'est vous qui serez puni des peines dont vous menacez votre adversaire. Alors évidemment, quand on vous volait, si le voleur était plus puissant que vous, bah vous n'arriviez pas à faire l'enquête. Et donc le roi a dit, pour la veuve et l'orphelin, c'est-à-dire les plus faibles, eh bien je vais donner mes procureurs, je vais donner mes avocats. Et depuis, nous sommes procureurs du roi, puis devenus procureurs de la République. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. On peut se tromper, on peut manquer de compétences, on peut manquer de courage, mais la mission, c'est de dire, nous venons pour l'intérêt général. Donc ça veut dire que quand on s'aperçoit que la loi a été violée, alors c'est plus facile, évidemment, de poursuivre et de condamner quelqu'un qui n'a pas de ressources, qui n'a pas d'amis, qui ne peut pas s'enfuir. Bien sûr. Hein. La question, c'est que quand il y a quelqu'un de puissant qui commet une grave erreur, eh bien il faut être capable aussi de le juger. C'est pas si facile. Je me souviens juste d'un milliardaire étranger
qui a été poursuivi pour des affaires financières. Et il ne vient pas parce qu'il se fait représenter par des avocats, c'est parfaitement son droit. Et le juge lui dit, mais vous allez avoir une amende importante compte tenu de la gravité des choses. Et il lui dit, mais l'amende que vous pouvez prononcer, le maximum, c'est ce que je gagne tous les jours. Donc moi, ça me dérange pas. Et il a eu tort de dire ça, parce que le juge est très bien, mais alors je vais faire quelque chose qui va vous déranger. Je vais vous condamner, pas à la prison, ça ne justifiait pas, mais à publier dans les journaux le fait que vous êtes condamné pour malversation. La réputation n'a pas de prix. Bravo. Vous voyez, on a toujours moyen de dire... C'est l'intelligence. C'était un juge qui était intelligent, il est bien sûr. Et courageux. Bravo. Bravo. Oui, il ne faut pas se désespérer, on peut trouver des solutions, même quand c'est plus difficile. On se rend compte qu'en France, tous les ans, on juge 600 000 personnes. 600 000. Ça fait beaucoup. Oui, et toutes ne sont pas des gens puissants, bien entendu. Exactement. C'est logique. D'ailleurs, les gens puissants ne sont pas forcément des criminels, évidemment. Heureusement. Surtout dans la Fondation CEL et Association de l'action contre le proxénétisme. Contre le proxénétisme. Ici aussi, vous défendez le plus faible. C'est-à-dire une couche sociale qui est très faible, isolée, agressée. Même si vous permettez, pour les gens qui nous écoutent, je vais bien donner une petite explication sur la prostitution légale, puisque la prostitution elle est légale en France. Elle n'est pas légale, mais elle n'est pas interdite, c'est compliqué. On a une situation assez hypocrite. Ils ont leur carte. Non, ils n'ont pas de carte, mais on leur interdit pas de le faire. Voilà. Mais ils ne cotisent pas? Non. Ils ne cotisent pas? Absolument pas, non. Ce n'est pas reconnu comme un métier. Non, depuis 1945, oui. Il y avait une dame qui était une résistante, une espionne, et qui avait été prostituée avant la guerre. Oui. Et quand elle est arrivée au pouvoir, elle a dit, moi j'ai connu ça, c'est un enfer. Et c'est la prostitution, à l'époque, était réglementée. Il y avait des cartes. Voilà. Et on a interdit en France, d'ailleurs la Convention de l'ONU 1949 rappelle que toute forme de prostitution est d'abord une atteinte à la dignité des personnes. Et si nous on se bat, c'est, croyez-moi, c'est plus qu'une atteinte à la dignité. En fait, la prostitution à 99% est quelque chose qui vise des personnes vulnérables. En gros, vous avez un homme à 99% qui a de l'argent, qui va payer quelqu'un pour pouvoir la dominer. Voilà l'histoire, c'est rien d'autre. Alors, parfois c'est industriel, parfois c'est individuel, mais la plupart du temps c'est cette histoire-là de vulnérabilité, de violence et de vénalité. Quand vous avez ces trois mots-là, vous avez la définition de cet univers. C'est vrai. Alors, proxénétisme surtout. Ici, c'est le domaine que vous touchez le plus. Alors ça, c'est interdit en France. On n'a pas le droit de vendre. Ça, c'est interdit. On n'a pas le droit de vendre quelqu'un. Exactement. Heureusement quand même. Exactement. Et est-ce que c'est facile pour vous, c'est-à-dire les témoins, ils viennent pour témoigner facilement sans avoir peur? Voilà, c'est ça. Bon, je rappelle, la plupart des personnes qui sont témoins, vous n'avez que deux témoins dans une affaire proxénétisme. Oui. La prostituée, qui généralement est une étrangère en situation irrégulière et qui veut disparaître. En général, c'est des étrangers. Oui, à 90%. Il y a très peu de Françaises. Et d'ailleurs, dans les pays qui ont autorisé la prostitution, il n'y a pratiquement pas de femmes de ce pays-là. Parce que c'est tellement affreux comme activité que personne, quand elle a le choix, ne le fait. Bon. Puis vous avez l'autre témoin, c'est le client. Mais le client, lui, veut passer inaperçu. Vous avez vu qu'il y a une affaire actuellement célèbre dans le nord de la France, où on parle de clients célèbres. Bon, les clients ne veulent pas qu'on parle d'eux. Ils sont très discrets. Voilà. Et donc, lors de l'audience, c'est ce qu'on voit, nous avons des avocats plein de talents, comme Maître Négro par exemple, qui fait un travail extraordinaire, et elle se retrouve, elle, toute seule. Les proxénètes sont en prison, ils disent rien, et les victimes, elles ont disparu. Les témoins, il n'y en a pas, et donc il faut faire un travail pour avoir des preuves avant d'aller devant le tribunal. Et combien de pourcents vous réussissez dans vos actions, pourtant que vous êtes vous-même procureur général de la République, avocat général, mais avec tous les pouvoirs que vous avez, que vous-même vous l'avez cité, combien de pourcents de réussir, monsieur? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle réussir. Si vous voulez, pratiquement tous les dossiers, 99 sur 100 dossiers, on arrive à une condamnation des proxénètes. Mais ce n'est pas gagné pour autant. C'est-à-dire que d'abord, parfois les condamnations nous paraissent extrêmement faibles. Le fait d'avoir vendu, violé, drogué des femmes, ça mérite à mon avis beaucoup. Mais il y en a qui arrivent à bien se défendre et à montrer que c'était juste en passant un hasard et que c'est pas si grave. Bon. Donc là, nous, on se bat pour avoir des meilleurs résultats, parce que c'est un crime en réalité. Et deuxièmement, on essaie de les toucher là où ça fait mal, au portefeuille. Parce qu'ils font ça pour gagner de l'argent, pour rien d'autre. Et parfois, les juges ont du mal à mesurer l'importance financière de ces délits. Et donc, on a beaucoup de mal à faire condamner ces gens-là, encore plus de mal à récupérer cet argent.
Vous voyez, donc là, c'est un combat où on est loin de dire qu'on a gagné, je peux vous dire. Une condamnation, c'est déjà bien. La France est le pays au monde qui condamne le plus de trafiquants. Ah bon, bravo. Vous voyez, c'est déjà quelque chose. Grâce aux gens comme vous. Voilà. Mais enfin, on n'est pas non plus le pays le mieux placé pour aider les victimes, parce qu'on a très peu de moyens. L'État n'a pas beaucoup de moyens, manifestement. Oui. Les associations, on tire le diable par la queue, parce qu'on a très peu d'argent. Très peu d'argent, bien entendu. On a des subventions publiques, j'ose pas vous dire, un grand ministère qui nous a donné de l'argent il y a 2 ans pour nous permettre d'aider les personnes victimes, nous a donné l'équivalent d'un week-end passé avec une escort girl. Oh là là. C'est pour vous dire que tout ça est un peu dérisoire. Ah oui, on a du progrès à faire. C'est vrai. Alors, Monsieur Charpentier, est-ce que dans vos actions, dans vos procès, vous arriverez à toucher le fond de ces réseaux-là? Oui. Ou sinon, vos actions sont individuelles? Parce que, comme on dit dans la philosophie, dans la stratégie pour faire n'importe quelle guerre, on dit qu'il faut toucher le fond. Alors, le fond, c'est les réseaux, oui, et les têtes, et l'organisation. Alors vous avez raison. Jusqu'à maintenant, vous avez, pour casser quelques organisations, quelques réseaux, c'est toujours cet individuel. Je vais vous répondre oui et non. Oui. Oui quand même, parce que d'abord, on a de très bons services de police spécialisés. On peut d'ailleurs bien travailler qu'avec des professionnels spécialisés. Quand on parle de réseau de prostitution, ça veut dire international, obligatoirement. J'en ai un en tête qu'on vient de connaître depuis le mois de décembre, qui est actuellement à l'enquête, où vous aviez une vingtaine de proxénètes d'un pays des Balkans qui faisaient travailler dans le bois de Boulogne une centaine de jeunes femmes, dont des mineurs, de Bulgarie et de Roumanie. Toutes ces femmes sont arrivées en France, pas en faisant du stop. Elles ont été conduites là. La plupart du temps, elles sont commandées par Internet. Transfert organisé. Donc c'est vraiment du crime organisé. Et donc quand on a arrêté ces 20 personnes, bon, je pense que la plupart vont être condamnées assez lourdement. Bien entendu, le trafic est perturbé, mais il n'est pas arrêté, parce que pendant ce temps-là, dans leur pays d'origine, on est en train déjà de chercher de nouveaux agents commerciaux pour ce trafic. Et donc, bien entendu, c'est un combat éternellement à recommencer. Mais tous les ans, depuis quelques années, on peut dire qu'en France, quand même, on touche quand même le fond avec une quarantaine de réseaux par an. Alors, il y en a plus que ça, mais au moins, on se concentre sur, non pas le petit proxénète et la prostituée individuelle. Bon, c'est pas bien, mais c'est pas ça qui fait peur. Ce qui fait peur, c'est de se dire qu'en France, dans un pays de droit, on peut avoir des criminels qui peuvent vivre de manière tout à fait agréable. Je me permets de vous faire une anecdote pour vous montrer que parfois on a des satisfactions quand même. On avait fait condamner un trafiquant, donc dans un réseau, qui n'était pas un gros réseau mais quand même, et on lui avait pris l'argent qu'il avait chez lui quand il a été arrêté. Il avait un peu d'argent liquide, 30 000 € quand même, qui était son argent de poche, mais c'est tout. Le reste, c'était pas à son nom. Sauf une chose, il avait acheté une Maserati qu'il avait mise à son nom parce qu'il aimait les voitures. Et le juge, à notre demande, lui a confisqué sa Maserati. Et bien quand on l'a condamné à 5 ans de prison, ça le laissait indifférent. Quand on lui a pris 30 000 €, indifférent. Quand on lui a pris sa Maserati, là il a craqué. Là il était en colère. On se dit, il faut taper partout où on peut le faire, dans les formes de la loi bien entendu. Et notre rôle c'est de dire au juge, regardez, derrière le petit monsieur là qui ne paye pas de mine, qui d'un seul coup a oublié qu'il parlait français, qui n'a pas d'argent, qui venait juste d'arriver, non, vous avez affaire à un agent d'un réseau puissant. Et donc, inutile de vous dire, et votre question montre bien où est le vrai problème, qu'il faut beaucoup de coopération étrangère. Parce qu'il faut travailler avec les pays d'où viennent les gens, par où passent les gens, où l'argent va ensuite. Savez-vous combien rapporte une malheureuse qui va être obligée d'avoir 15 clients par jour, vous imaginez ce que ça représente, dans le boulevard périphérique à Paris, aujourd'hui. Elle rapporte à son trafiquant 150 000 € net d'impôts. Et puis quand elle est fatiguée, on la remplace, parce que ça ne coûte rien, il n'y a pas de sécurité sociale, Vous voyez, là vraiment c'est de l'exploitation. C'est vraiment l'esclavage. Si vous lisez Victor Hugo, il faut toujours relire Victor Hugo, il y a des choses très bien dans Les Misérables. Vous avez un personnage qui s'appelle Fantine. C'est la mère de Cosette. Et bien pour pouvoir faire vivre ses enfants, elle est obligée de se prostituer, de vendre ses dents et de vendre ses cheveux. C'est pire aujourd'hui. C'est vrai. Ça c'est inacceptable. Alors est-ce que nos policiers sont bien accueillis en dehors de la France, surtout dans les 26 pays d'Europe? Puisque la plupart des fois, comme vous venez de dire, ils viennent de l'étranger. Alors, actuellement, l'Europe, le plus de l'étranger, un Européen, est-ce que le champ de combat, pour vous et pour vos policiers, nos policiers de France, est ouvert en dehors de nos frontières? Alors, il s'ouvre de plus en plus, parce que depuis 2004, on a une loi qui applique la Convention de Palerme, qui est une convention qui dit à toutes les nations du monde, attention, le crime organisé, c'est pas une histoire de télévision, c'est du vrai.
C'est quelque chose de très dangereux. Et donc on a modifié nos lois, il y a des accords de coopération entre les policiers et les juges de plusieurs pays, mais pas tous encore. Il y a des pays avec qui c'est plus facile que d'autres. Par exemple, avec la Belgique, évidemment, on a des équipes communes. Un policier belge peut venir enquêter en France et un Français en Belgique. Seulement avec le Belge. Avec d'autres pays. On est en train de le faire avec la Roumanie, par exemple. La Roumanie, voyez, voilà. donc il y a des pays avec lesquels on le fait, et on essaie d'élargir cette coopération, sans laquelle, vous savez, si on ne peut pas avoir de renseignements dans le pays d'origine, vous ne démantelerez jamais les réseaux complètement. C'est un combat compliqué et long, mais enfin, on a les solutions. Encore faut-il être capable de les appliquer. C'est vrai. Alors, est-ce que les accords que de temps en temps nous savons, peut-être nous le voyons à la télé, mais c'est la réalité de la justice américaine, faire des accords avec des criminels, avec des condamnés, même on peut dire, avec des témoins. Est-ce que vous entrez dans cette jeu de faire des accords, de donner donnant avec... En réalité, c'est pas possible en droit, c'est pas possible en matière de proxénétisme. La loi française permet des négociations, mais c'est entre le procureur et les avocats, pas avec les associations. D'accord. Donc, mais dans certains domaines, mais pas dans les domaines de crime. La logique française n'est pas la logique américaine. Vous savez, les Américains veulent limiter le nombre de procès, qui coûtent cher. Exact. Donc, c'est l'économie. C'est une loi d'économie. Donc ils disent, voilà, le procureur dit, j'ai les preuves, donc de toute façon votre client sera condamné. Si vous m'économisez un procès, vous reconnaissez que vous êtes coupable et moi je vous fais un rabais sur la peine. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle le plea bargaining. Eh bien, nous on n'a pas ça à ce degré et sûrement pas en matière criminelle. Donc ça veut dire que les preuves, il faut aller les chercher. D'accord. Il faut aller c'est le rôle des enquêteurs, des procureurs, bien entendu. C'est difficile. Et c'est difficile, nous le voyons, nous recevons donc des malheureuses victimes, dont certaines acceptent de donner les informations, mais il faut prendre la responsabilité de les protéger, parce que une fois qu'elles ont donné les renseignements, après le trafiquant saura qu'elle a donné les renseignements. Donc là, vous voyez, là, c'est compliqué. De l'autre côté, c'est le trafiquant, s'il vous donne plus d'informations, ça vous arrange mieux que le procureur. Ah mais la loi permet quand même, si un criminel donne des informations spontanément, et bien dans ces cas-là, on peut notamment soit lui donner une forme d'immunité, soit lui réduire la peine à laquelle il sera condamné. Ça c'est légal. Ça c'est légal, absolument. Mais il faut le faire proprement. Il faut le mettre dans un dossier, qu'on garde secret bien entendu, mais qui peut être accédé par le juge à la fin, pour dire voilà, il y a des cas, notamment en matière de terrorisme, quand quelqu'un vient dire j'ai des informations sur un attentat qui va avoir lieu, s'il le donne et qu'il est fondé, on peut le protéger. Bien sûr. Et on peut lui éviter les peines qu'auront les auteurs de l'attentat. Alors Fondation CEL, déjà, l'équipe d'action, vous avez parlé de budget, de manque de l'argent, et bien sûr, dans n'importe quelle organisation, s'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas travailler bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que les médias, ils font pour vous, pour pouvoir élargir votre champ de combat et votre capacité? Écoutez, voilà une excellente question, là encore, parce qu'en réalité, ce qu'on voudrait, on essaie de le faire, mais enfin, si on vit, c'est parce qu'on n'a que des bénévoles, bien entendu. Donc on a un budget, parce qu'on a une subvention du ministère de la Santé, compte tenu de ce qu'on fait sur les victimes. On a quelques subventions de la part de quelques ministères, mais c'est très très modeste, et on a des dons de personnes qui figurent au budget et qui nous permettent de fonctionner. Donc, puisque nous sommes une association d'utilité publique, donc reconnue par la loi, nous avons donc un commissaire aux comptes, un expert comptable, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise utilisation de l'argent. Et donc on peut rendre des comptes et nous essayons de convaincre les gens de nous donner de l'argent. Il y a des gens qui nous envoient quelques chèques de temps en temps, en disant on vient de comprendre votre combat. Et voilà, nous ça nous permet notamment, c'est ce qu'on dit devant les tribunaux. Maître Négro, quand elle va plaider devant le tribunal, elle dit l'argent qu'on essaie de prendre au proxénète, si on a des dommages et intérêts par exemple, on peut avoir des dons, des subventions, des dommages et intérêts. Et les dommages et intérêts, comme pour les dons, comme pour les subventions, ça permet notamment de payer un interprète, de payer des chambres d'hôtel le temps qu'on ait trouvé une solution, de payer après le train par exemple, quand on fait venir la personne comme témoin au tribunal, tout simplement de lui payer des cours, voire même de la dépanner pour qu'elle puisse manger, parce que ou bien elle continue à se prostituer, ou bien quelqu'un l'aide. Ce sont des personnes sans famille sur place. Donc là, il y a besoin d'un minimum
d'argent. C'est pas une multinationale, hein. C'est une petite association. Il y a actuellement, notamment grâce aux efforts de notre présidente, qui est une recruteuse hors pair, on a actuellement... Comment elle s'appelle cette présidente? Madame Carly, Elda Carly, qui est une femme énergique et qui sait convaincre les gens de la réalité des drames contre lesquels on se bat. Et bien avec elle, on Elle a... dit la même chose pour... Bah écoutez, c'est peut-être par hasard qu'on se retrouve, parce qu'on a le sentiment qu'on a envie de faire des choses. Et donc elle a réussi à trouver une vingtaine de bénévoles, mais les bénévoles, ils donnent un peu de leur temps, donc il en faut beaucoup. On a presque une vingtaine d'avocats qui travaillent pour nous, pratiquement gratuitement. Hein, mais il faut quand même qu'on paye leur dossier. Bien sûr. Donc là, on a besoin d'argent. Et ça, c'est rentable, parce qu'un procès, c'est public. Et là, on dit des choses fortes. Vous verrez, quand Maître Negro va plaider dans l'affaire de Zaya, vous verrez... Ce n'est pas encore fini. C'est pas encore fini, mais ça va venir cette année. Ouais. Et vous allez entendre ce qu'elle va dire. Ça passera pas inaperçu, si vous voulez. Hein. Bon, elle convaincra pas. Je suis assez convaincu qu'elle pourra convaincre. Mais on verra bien. Hein. Et contre elle aura la contradiction. Et donc, il faut bien vivre. Elle ne gagne pas d'argent dans ces dossiers. Mais Zaya, elle gagne de l'argent. Absolument. Voilà. Elle ne va pas vous aider, là? Écoutez, pour l'instant, si elle est victime et qu'elle veut se constituer partie civile avec nous, pourquoi pas? Nous, c'est pas Zaya qui nous intéresse, c'est les gens qui l'ont vendu. Oui, ça, et les gens qui l'ont acheté. Voilà, oui. ça nous intéresse. Mais elles, de toute façon, vos victimes, de temps en temps, quand ils gagnent leur pain, quand ils gagnent leur vie, surtout comme Zaya, actuellement, les signes de contrat assez énormes, grâce à ce procès qui était passé juste ici, hein, au 66 Champs-Élysées, les Amants Café, dans notre galerie, nous-mêmes, on avait des problèmes avec ces Amants Café, c'est vrai, comme président de l'association de copropriétaires, à chaque fois, on prenait contact avec des policiers, tout ça, parce que tout le soir, il y avait des problèmes, mais à la fin, c'était fini comme ça. Alors, on parle de l'économie, c'est-à-dire les gens qui étaient victimes, après, grâce à vos interventions, ils prennent une vie un peu normale, on peut dire. C'est tout à fait normal d'aider l'association. Bien sûr, c'est ça, parce qu'en fait, sans faire de grands mots, on aide les gens à se réinsérer dans la société. Je vais vous dire, moi, quand je rencontre, j'en ai rencontré une il n'y a encore pas longtemps, qui est originaire d'un pays des Balkans, qui nous a expliqué, et le dossier a prouvé qu'elle disait vrai, qu'elle a été vendue par sa famille il y a 12 ans. Qu'elle a été revendue à des groupes criminels, parce que c'est des équipes de différents pays à 12 reprises. Elle a été avortée 3 fois. Elle s'est évadée d'une maison de prostitution aux Pays-Bas. Et elle s'est retrouvée sur les boulevards des Maréchaux à Paris en plein hiver. Elle en avait tellement assez qu'elle a demandé vraiment asile. Et il y a une association qui fait d'ailleurs un travail mais très méritoire, le Bus des femmes, qui l'a littéralement ramassée. Et elle l'a adressée aux associations comme la nôtre, qui l'ont aidée à obtenir justice. Aujourd'hui, elle a son nom qu'on ne donne pas, bien entendu. Elle vit en France, elle ne peut pas retourner dans son pays. C'est là où elle a été vendue. Elle a un métier, elle travaille, elle a fondé une famille. Quand vous rencontrez ces personnes-là, vous vous dites, ce qu'on a fait n'était pas inutile. Bravo. Monsieur Jean-Prenel, je vous remercie beaucoup, mais si vous permettez, on va faire un petit entracte et encore quelques minutes pour conclure notre débat. C'est bon, c'est bon. C'est bon. On peut tourner peut-être. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici-et-maintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin. Et son site internet davidabbassi.com.